On est différent par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et quand on parle du droit à la différence, on suppose que tous les autres sont uniformes, ce qui est complètement idiot. Quand on parle du droit des minorités, ça veut dire que la majorité, elle est confortable dans sa culture nationale. Or, ce n'est pas le cas. Donc, et quand on définit son identité, on la définit par rapport au sexe, par rapport au genre, par rapport à la mort, par rapport au sang, par rapport au sable, par rapport à l'eau, par rapport à la tendresse, par rapport à l'âge, par rapport à l'enfance, par rapport à la maternité, à la paternité, à la fraternité, à la filialité. Bref, par rapport à la pierre, par rapport au bois. Donc, on définit son identité par rapport à des valeurs universelles. Hein, mais qu'on vit chaque fois d'une façon particulière, c'est-à-dire en bonne logique, quand vous avez un dualisme, vous cherchez le troisième terme, hein, et donc on le vit d'une façon singulière. Voilà. Et donc chacune de nos identités est singulière. Ça veut dire elle est en valeur universelle, mais chacun d'entre nous, nous vivons d'une façon différente. C'est quelques valeurs que j'ai sommairement indiquées, et il y en a beaucoup. Mais vous avez le même problème, la même dialectique au niveau logique, parce que l'identité, ça veut dire un. Ça veut dire un, mais si c'est pas A égale A, sinon ce serait une tautologie, ça ne veut rien dire. Ce serait une identité complètement monochrome, ou une identité fondamentaliste, donc extrêmement violente, puisqu'elle nierait tout ce qui est autour de soi. Ce qui est le principe même de la violence. Quand on est trop faible, on nie tout ce qui peut nous comment dire, attaquer notre faible couleur. Et à ce moment-là, vous avez forcément, vous êtes obligé d'aller embrasser une diversité, une multiplicité. Et donc à ce moment-là, l'identité, c'est une richesse. Une richesse parce que vous pouvez capter une diversité de ressources culturelles et vous n'êtes pas simplement un patchwork avec un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, parce qu'à ce moment-là, vous êtes décomposé, vous n'avez pas d'unité, comme ça peut être le cas dans ce qu'on appelle un couple mixte, hein, des gens qui viennent d'un autre pays, et puis vous avez qui ont imposé quelqu'un d'ici, et puis les enfants, ils font quoi? Est-ce qu'ils se rattachent au pays d'origine ou plutôt au pays d'ici? Puis dans la même famille, vous pouvez avoir des choix différents entre frères et sœurs, par exemple, et il faut que ce choix soit possible et bien instruit. Mais vous avez évidemment une troisième dialectique, qui est mon identité personnelle, mais une identité que je vis avec d'autres. Je ne me regarde pas seulement dans un miroir. Comment je fais? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez été complètement bouleversé par un livre, mais complètement bouleversé? Vous n'êtes plus le même, vous ne pensez plus de la même façon. Vous avez quelque chose qui vous est comme tombé dessus, n'est-ce pas? Vous découvrez quelque chose, vous faites quoi? On n'a pas le temps de jouer aux questions maintenant, on le verra après. Vous allez prendre votre meilleur ami, n'est-ce pas? Et il vous dit, tu as 3 jours pour me lire ce livre, sinon je ne sais plus de quoi je vais parler avec toi, ça me brûle. Et donc à ce moment-là, une fois que votre ami le plus proche, vous pouvez en parler autour aussi, mais d'abord, n'est-ce pas, le plus proche, et qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là? Vous échangez évidemment sur le livre, et donc vous êtes en relation triangulaire, parce que votre ami vous parle de sa lecture du livre, autrement dit, vous connaissez mieux votre ami, vous connaissez mieux le livre, et vous connaissez mieux vous-même en relation avec votre ami et avec le livre. Toute connaissance est comme ça, triangulaire, ou trigonométrique, si on pouvait aussi dire, et tripolaire. Donc on n'est pas simplement avec les autres, on n'est pas simplement dans du vivre ensemble. On a, je disais à Benoît, j'adore la devise de la ville de Rennes, on est dans vivre en intelligence. Vivre en intelligence, c'est pas seulement comprendre l'intelligence de mon voisin, mais comprendre l'intelligence de mon voisin, c'est comprendre l'intelligence de ce qu'il aime aussi. Donc il n'y a pas seulement moi et l'autre, comme on dit, il y a moi, l'autre et, appelons ça les choses, les valeurs, tout ce que vous voulez, toutes les ressources culturelles qui sont dans notre environnement. Et donc à ce moment-là, vous avez des questions d'identité qui se posent à moi. Les questions d'identité peuvent se poser aussi à une famille. Hein. Qu'est-ce que mes enfants, est-ce que je les laisse aller avec ces copains qui sont un peu, je trouve, pas très de bonne influence, voilà. Et puis ça peut se poser à l'intérieur d'une communauté, quelle qu'elle soit, une communauté scientifique plus ou moins ouverte, quelle est son identité à l'intérieur de l'académie. Ça peut être une communauté religieuse encore, qui peut être complètement fermée, ou qui peut être, comme on a dans les communautés juives, des communautés orthodoxes, très fermées sur elles-mêmes, ce qui n'est pas forcément péjoratif, disons que c'est un choix, et des communautés qu'on appelle libérales et qui sont beaucoup
plus assimilé, comme on dit dans le langage des diasporas juives. Et donc à ce moment-là, je peux prendre comme troisième terme le propre. Qu'est-ce que c'est que mon identité propre? Je dis mon fils. Si je dis mon fils, ça ne veut pas dire que je le possède, c'est plutôt lui qui le possède en général. Mais ça veut dire que c'est une propriété réciproque et asymétrique, comme tout ce qui est humain. Réciproque et asymétrique, c'est-à-dire que s'il est malheureux, je suis malheureux, s'il est heureux, je serai heureux. Mais donc c'est bien mien, hein, comme je peux dire mon épouse, comme je peux dire mon ami. Vous découvrez un nouvel ami, vous êtes complètement étonné, c'est une amitié formidable, et si votre ami devient malheureux, ben vous êtes, du coup, du fait que vous avez une amitié plus forte, vous avez une vulnérabilité plus forte. Mais cette vulnérabilité est une force. Parce que vous avez une capacité de jouir et d'agir qui est aussi évidemment une capacité de souffrir, n'est-ce pas? Donc votre puissance culturelle a augmenté. Donc votre identité propre s'est développée. C'est une bonne nouvelle, non? Alors c'est pas tout à fait fini, mais je vais me dépêcher un peu. Évidemment, celle-ci est plus facile à dire. Hein? Quel est le rapport entre mon passé, alors on dit les racines, et mon futur, donc dans mon présent. Alors ce que nous disons ici, c'est quoi? C'est notre passé que nous convoquons. Dans les mots que nous utilisons, que moi j'utilise, que vous entendez, vous essayez de voir comment ça se combine dans votre imaginaire, dans votre mémoire. Et derrière le mot libération, chacun a des expériences. Hein, et on comprend ce que c'est qu'une liberté que par les libérations qu'on a vécues, dont on a été témoin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On est en train de convoquer notre passé, on est en train de le présenter. Dans l'exemple que je vous ai tout à l'heure de pauvreté culturelle, vous avez des gens qui n'ont pas accès à leur passé. Ça peut être vrai au niveau individuel, ça peut être vrai au niveau d'un peuple. Pourquoi pensez-vous que les Arméniens continuent à lutter pour la reconnaissance du génocide? Parce que c'est fondamental à leur présent, c'est fondamental à leur dignité, au sens très très concret. Il y en a qui s'en foutent, mais pour beaucoup qui ont ce sens politique, qui ont le sens de la puissance, de la souffrance et de l'engagement commun, c'est extrêmement fort. Et puis si nous sommes là, c'est donc grâce à toute cette mémoire emmagasinée et retravaillée jour après jour, mais c'est aussi parce que nous avons des projets. Donc nous avons le passé, c'est quoi? C'est du présent déjà là. Le futur, c'est une partie du qu'on a aussi déjà un peu dans le creux de la main. On a envie aujourd'hui d'être plus intelligent qu'hier. Et à ce moment-là, on a du présent qui est... Du futur, c'est du présent qui est aussi... Ah, c'est déjà là. Oui. Et donc notre présent, qu'on appelle maintenant, c'est pas simplement un intermédiaire entre du passé et du futur, c'est un présent composé. Un composé de passé présent et de futur présent. Et ce composé de présent nous demande un grand effort de présence, d'attention, et cet effort de présence, nous en faisons le présent. Vous voyez, les trois sens du mot présent. Nous faisons le présent de cet effort de rassemblement de notre mémoire, de rassemblement de notre imaginaire. C'est une façon de dire notre puissance culturelle. Vous ne trouvez pas? Quelle est notre connaissance des histoires? Quel est notre amour pour les histoires? C'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est que la continuité du temps long en politique, comme la continuité du temps long dans la transmission intergénérationnelle, comme celle aussi du temps court, comme la capacité d'envisager l'avenir. Et alors à ce moment-là, on sent bien que c'est dans les histoires que la genèse du pouvoir d'agir se développe. Le pouvoir d'agir qui est avant tout et premièrement un pouvoir de savoir. Alors, il y en a encore deux, et après je vais terminer, je vous promets. Quand on parle du temps, on parle de l'espace. Quand on parle de l'espace, vous avez la grande dialectique classique des géographies humaines, qui est à la fois les sédentaires et les nomades, et qui nous vivons tous. Nous avons besoin de l'espace, des pas. Hein? Nous avons besoin de bouger, nous avons besoin de circuler, nous avons besoin de chercher cette diversité, de nous confronter, et nous avons aussi besoin de l'habitation de refuge. Voilà. Et notre maison qui est à la fois un refuge et qui est à la fois une ouverture, un lieu d'hospitalité, d'où le troisième terme. Le dernier, peut-être le plus difficile, c'est le rapport entre rareté et abondance. Nous avons beaucoup de temps et peu de temps. Nous avons beaucoup d'informations, ce qu'on appelle souvent une surinformation, et en même temps, qu'est-ce qui est rare? C'est l'information dont j'ai besoin au bon moment pour faire un acte libre. D'accord? Ce qu'on appellera une information adéquate.
L'information dont on a besoin pour faire un acte libre, que ce soit au supermarché, que ce soit pour choisir une profession ou un dispositif dans mon équipe, etc., choisir une personne. Et à ce moment-là, cette information, elle est rare. Pourquoi elle est rare? Parce qu'elle nous demande une grande capacité de formation pour aller chercher l'information qui m'est nécessaire dans une masse énorme. Donc cette dialectique entre abondance et rareté, elle est assez angoissante. On l'a aussi souvent au niveau économique. Vous avez un budget, vous pouvez faire des choses assez variées. Et si vous avez une intelligence économique puissante, vous êtes capable d'investir avec peu d'argent, d'avoir un effet multiplicateur et d'aller chercher des ressources qui sont ici et là et de faire un véritable enrichissement en valorisation. Et en même temps, votre budget est toujours trop limité. Donc il est rare. Voilà, alors je termine ici. Vous avez donc cet avantage avec ce schéma que vous avez à la fois quelque chose qui est nécessaire et quelque chose qui est libre. Ce qui est nécessaire, c'est les pôles. Vous ne pouvez pas être complètement individualiste, sinon vous êtes moribond. Si vous êtes complètement collectiviste, vous écrasez les individus, vous êtes aussi moribond. Si vous êtes que tourné vers le passé, ça ne va pas. Que tourné vers le futur, ça ne va pas non plus. Hein? Nos banques en Suisse disent facilement, allez, tournez la page, comme des grandes entreprises. On a fait des bêtises, on reconnaît tardivement, mais maintenant faites-nous confiance, regardez de l'avant, ouais, mon œil. Et la même chose, vous ne pouvez pas être tout le temps bougé, et vous ne pouvez pas non plus être complètement enfermé chez vous. Donc vous avez des pôles nécessaires, mais qui vous développent à chaque fois ici un espace dialectique, c'est-à-dire un espace de liberté. Parce que c'est à vous de choisir votre équation, la justesse, si vous voulez, dans cet espace-là. Et comment vous allez vivre cet espace blanc qui est l'espace de la confiance, de la conscience, qui est aussi l'espace de la confiance, l'espace du jeu. Là, vous avez votre fils qui a eu 18 ans, qui a eu son permis de conduire, votre fille, et puis qui vient, qui dit « Papa, tu prêtes la voiture, je vais avec des amis, je rentre à 2h du matin. » Qui dit « Oui, je te fais confiance, tu as été bien éduqué, j'en suis la preuve. Ça va pas très bien, je vais pas être naïf, j'ai qu'une voiture, il n'y a qu'une fille. Donc je commence à négocier, avec qui tu vas, 2 heures c'est quand même trop tard, etc. Et je dois trouver évidemment une réponse ajustée, et je ne suis pas sûr de bien trouver la bonne réponse, entre d'un côté je dois faire confiance, oui c'est clair, il a besoin de ça, et d'un autre côté je dois être prudent, mais je dois aussi lui enseigner la prudence, donc un aspect contrôle au sens positif du terme, qui peut quand même être un peu désagréable parfois. Voyez, et donc dans chaque situation, on a ces dialectiques. Ces dialectiques sont fondamentales, c'est la dialectique qui est la base même de toute décision démocratique. Voilà, alors je passe sur les images, il y en a beaucoup qui pourraient faire ici. Quand je prends le cercle des couleurs que j'ai pris tout à l'heure, eh bien vous voyez que c'est pas simplement, chaque fois c'est des références culturelles, mais qui sont en résonance, comme les couleurs, comme les sons, comme les formes, comme les matériaux qui peuvent être durs ou mous. Et chaque fois, vous avez la réciprocité. Marie, peinte par Modigliani, ici, elle se sait regarder pas par n'importe qui, mais par un peintre dont le regard est perçant. Donc ce visage est regardé, et son visage se sait regarder comme nos visages à nous, comme nous parlons. Nous regardons en sachant que nous sommes regardés. Et notre visage, dans son expression, il n'y a pas que nos yeux qui sont regardés, évidemment c'est tout notre visage, et il n'y a pas que nos yeux qui regardent, mais tout notre visage regarde, et nos mains regardent, elles sont regardées, et elles regardent, et tout notre corps, toute notre position, et tous les instruments, comme les vêtements que nous utilisons, et le son de la voix parle, regarde, sent, est observé et observe. Et donc il y a une réciprocité intime qui est là-dedans. Donc il n'y a pas simplement ce qui est interne, il n'y a pas seulement ce qui est externe. Les droits culturels, c'est dans ce passage-là. Hein, ce passage entre l'intime et quoi? Ça, je laisse un peu ouverte la question. C'est la définition d'identité que vous avez donc résumé. Intime et... Je reprends encore un texte d'Amartya Sen ici. Bon nombre de conflits ou d'actes barbares sont alimentés par l'illusion d'une identité unique, y compris une identité nationale, hein, qui ne peut faire l'objet d'un choix,
L'art de distiller la haine se cache bien souvent derrière le pouvoir quasi magique d'une identité prétendument dominante qui étouffe les autres possibilités d'affiliation et dont les dehors belliqueux inhibent les sentiments de bienveillance et de compassion que nous pourrions éprouver en temps normal. Le temps normal, c'est le temps de l'admiration. C'est le temps où on aime quelqu'un, c'est le temps où on aime un arbre, c'est le temps où on aime la mer, c'est le temps où on aime une histoire. Ça, c'est le temps normal. Ouais. C'est le temps du développement culturel. Le temps où on aime manger, le temps où on aime dormir, etc. Le temps où chaque chose chaque activité a du sens. Et ça peut être inhibé par la peur. Alors, les références. Qu'est-ce que c'est que toutes ces touches de couleurs? La langue. J'apprends à lire et à écrire. C'est une référence culturelle, puisque le langage c'est une grammaire, et la grammaire c'est une façon d'écrire ses émotions. C'est une façon de mettre en lien ses perceptions. Hein. L'étymologie, qui est une étymologie en général sensible, pour ne pas dire sensuelle. Intelligence, c'est lire, c'est visuel dans notre langue. Comprendre, n'est-ce pas? Begreifen en allemand, c'est saisir. C'est-à-dire quand vous avez un nouveau concept, conceptum en latin, ce qui est saisi en soi, c'est quelque chose que vous prenez à bras-le-corps. Si vous avez des idées que vous ne prenez pas à bras-le-corps, c'est que c'est des idées qui valent rien du tout. Il n'y a rien de plus concret et de plus pratique qu'une bonne idée, c'est ce qu'il faut dire. Parce que c'est comme ça qu'on est innovant, c'est comme ça qu'on bouge. Si on n'a pas de bonnes idées, on n'est pas libre. D'accord? Donc les gens qui mettent d'un côté les idées parce que c'est que de la théorie et que maintenant il faut mettre en pratique, ce sont, je vais exagérer un peu, des incultes. Oui? Parce que l'intelligence, elle est vivante, elle est émotionnelle, elle est sensorielle, elle est active ou elle n'est pas. Alors on peut avoir des idées qui n'ont pas encore cette capacité. C'est oui, c'est ce qu'on fait tous dans les droits culturels. Depuis le temps qu'on y travaille, on y trouve évidemment une puissance plus grande. Donc les idées se développent, les idées sont fécondes, mais elles ont cet élément-là. Alors si vous apprenez une langue, dans la mesure où nous apprenons toujours tout au long de notre vie une langue, évidemment plusieurs langues, eh bien qu'est-ce que nous faisons? À la fois nous avons une jouissance, parce que la langue c'est un bonheur, parce que c'est là qu'on rencontre d'autres. C'est un instrument direct de communication, c'est un instrument concret où on peut partager ses émotions, déclarer son amour, faire des promesses, exprimer sa révolte, faire des choix concrets, argumenter, défendre ses libertés, écouter l'autre, essayer de comprendre l'intelligence qu'il a derrière les mots, l'intelligence physique, émotionnelle qu'il a derrière les mots, avec sa puissance de raisonnement aussi, et en même temps il y a rien de plus utile. Donc si vous apprenez à lire, non seulement vous avez la littérature, mais vous pouvez aussi lire un livre de cuisine ou un livre de géographie ou tout ce que vous voulez. Et donc à ce moment-là, une référence culturelle, c'est un savoir qui donne accès à des savoirs. C'est pas rien, parce que vous pouvez, à ce moment-là, et ça c'est une clé politique, quand on dit activité artistique, et on va défendre la liberté du créateur, on va dire, ben oui, l'art ne peut pas être utilisé. On ne peut pas seulement faire de l'art-thérapie. On ne peut pas simplement justifier le budget de la culture parce qu'il rapporte plus de sous qu'il n'en dépense. Donc on va dire, ah non, l'art pour l'art. Gardez la puissance même, la dignité de l'activité culturelle. Et on peut dire la même chose, la science pour la science. Enfin, on ne va pas seulement financer de la recherche appliquée parce que ça nous permettra de gagner des sous, mais on veut aussi développer la recherche fondamentale. Et on a bien raison. Mais la réponse est dans tous les domaines. Vous pouvez, tous les domaines culturels, vous pouvez dire ça. C'est à chaque fois un but gratuit, un but en soi. Et en même temps, il n'y a rien de plus utile que ce qui n'a pas de prix. Il n'y a rien de disait Kant. Il n'y a rien de plus utile que ce qui est gratuit. Oui? Parce que vous êtes au niveau des savoirs fondamentaux qui libèrent tous les autres. Donc je reprends l'expérience du théâtre. L'expérience du théâtre, je veux dire, c'est une activité spécifique avec ses écoles, ses acteurs, etc., etc. Mais en même temps, vous avez des hommes et des femmes qui sont sur la scène et qui sont en train de jouer. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Eh bien, ils interprètent une écriture qui est un texte.
Ils interprètent une scénographie, une mise en scène qui est une autre graphie. Ils interprètent des costumes. Ils interprètent l'architecture de l'espace dans lequel ils jouent, qui peut être un théâtre classique, le hall, une boîte noire comme on vit partout, ou la rue, ou un espace particulier dans une maison, peu importe. Et ils interprètent évidemment dans leur corps le texte qu'ils ont appris par cœur, hein, avec leurs émotions, qui est toujours en répondance, s'ils ne sont pas solo, avec d'autres, évidemment, acteurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils mettent en vie une écriture multiple. Et vous, si vous êtes ici, non pas le public, parce que le public, c'est eux qui sont les acteurs publics. C'est les gens qui sont sur la scène qui sont d'abord publics, n'est-ce pas? Et ils vous remettent les choses. Le public, c'est un acte public. Ce n'est pas des gens qui sont assis sur une chaise, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, si vous êtes assis sur une chaise parce que vous êtes convié et vous avez pu venir à ce privilège d'une représentation théâtrale, d'une activité théâtrale, et que ça marche vraiment bien, vous êtes bouleversé. Et vous êtes bouleversé parce que vous vivez quelque chose que vous n'auriez jamais vécu autrement, une scène de, je ne sais pas quoi, de jalousie, de haine, de tendresse, de conflit, de lâcheté politique ou de courage, enfin, que sais-je. Et à ce moment-là, vous pouvez être bouleversé, ça vous fait vivre. Et peut-être que quelqu'un d'autre, à 3 pas de vous, est aussi bouleversé. Donc dans une histoire complètement singulière, écrite par un auteur, interprétée par d'autres, de la mise en scène, interprétée par toute une quantité de personnes qui ont participé, et évidemment par les acteurs eux-mêmes, et bien qui ont vécu ça d'une façon très particulière, ils ont touché quelque chose d'universel. Pourquoi? Ce qui est intime. En latin, c'est le superlatif de inter. Inter, ça veut dire dedans. Intérieur, c'est le comparatif, c'est intérieur, c'est plus dedans. Et intimus, c'est au plus dedans du dedans. D'accord? Et intime, ça peut être très caché, géographiquement, mais c'est évidemment un sens symbolique, c'est ce qui est le secret. Et le contraire, c'est quoi? Le contraire d'inter, dedans, c'est externe. Le contraire d'intérieur, le comparatif, c'est extérieur, extérieur. Et le contraire d'intime, en latin, on l'a, extime, extimus, c'est-à-dire ce qui est au plus loin du loin. Alors c'était au sens géographique, le bout du monde de l'époque, mais c'est aussi dans ce sens de ce qui est caché et que je peux mettre quelque part, enfermé dans un livre, comme un coffre secret, ou sur une scène de théâtre, ou dans un tableau, ou dans une peinture, ou dans un film, ou dans une scène, dans ce que vous voulez, dans une cuisine familiale, ou une cuisine de fête, que je peux mettre dans une architecture, une maison, et vous avez quelque chose qui est au plus profond, et dont vous arrivez à lui donner du corps, et donc à l'exposer, à le rendre public, mais pas exposer comme on ferait à une télé-réalité. C'est pas simplement je raconte ma vie, c'est un acte culturel et créateur. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui doit être dit. C'est ça? Soit parce que vous avez souffert de ne pas pouvoir le dire, soit parce qu'effectivement c'était une souffrance, parce que vous avez vécu quelque chose de dramatique, comme un deuil, comme une révolution politique, vous avez été enfermé, torturé, vous avez dû migrer dans des conditions impossibles, et vous êtes humilié quand vous arrivez ici. Soit parce que vous avez vu quelque chose qui est trop beau, trop fort, et c'est souvent les deux, et que c'est pas possible de ne pas pouvoir le sortir. Vous avez tous compris, toutes compris que ma culture, c'est comme ma peau. Elle est superficielle, et si quelqu'un me touche, soit pour me frapper, soit pour me caresser, il me touche en surface, mais en me touchant en surface, il me touche au cœur. Et c'est la même chose pour la langue, et c'est la même chose pour la peinture, et c'est la même chose pour un geste de tendresse. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'estime. Oui, parce qu'on est capable de mettre dehors de quelque chose d'intime et de puissant, que tout le monde ne va pas reconnaître. Hein, mais que, un peu comme une bouteille à la mer, n'est-ce pas, qu'on va sortir. C'est quand même ça, la magie du culturel. Vous ne trouvez pas? Tu me dis quand je vais m'arrêter, Christelle. Parce que moi, je peux continuer jusqu'à ce soir, mais peut-être que je serai un peu fatigué. Alors, je vais bientôt m'arrêter. Quelle heure il est? 11h15, ouais. Quand elle dit ça, qu'elle fait la moue, ça veut dire que tu aurais dû t'arrêter depuis longtemps. Pas du tout. Je suis bloquée avec mon pied. Mais... C'est important l'estime, ouais. Et on le dit dans aucune langue latine, je ne sais pas pourquoi. Hein. En
français, j'ai trouvé 5 ou 6 occurrences. C'est Jacques Lacan qui l'a utilisé dans un séminaire. Sécheron l'utilise aussi. François Julien, sur son éloge de l'intimité, il a un chapitre sur l'extime. Mais je crois qu'on doit aller plus loin et on a besoin de ce mot parce qu'il dit quelque chose qui est à la fois créatif mais avec cet aspect difficile de sortir quelque chose qui doit être neuf. Ça n'a pas encore été dit. Et au niveau des droits culturels, tout homme, toute femme a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». La façon dont toi, maman, tu as aimé ta fille, c'est une façon singulière et combien délicate et combien aventureuse et hasardeuse, n'est-ce pas? Et la façon dont toi, tu as aimé ta fille, ou toi, fille, tu as aimé ta mère, et les deux peut-être des fois, hein, ça mérite d'être dit. Et c'est pas simplement raconter ton histoire, mais dire pour que tu découvres ce qui est en toi. Et pour découvrir à quelle profondeur cette histoire singulière, particulière, à valeur d'universalité, il faut trouver un moyen de l'exprimer. Il faut un travail culturel, qui peut être par l'écriture, qui peut être par la danse, qui peut être par la musique, qui peut être par la cuisine, qui peut être par le vêtement, qui peut être, vous voyez, de diverses façons, mais il faut arriver à l'envelopper, il faut arriver à l'habiller pour que quelqu'un d'autre puisse le désenvelopper et trouver cet intime qui est ici à un niveau d'estime dans une œuvre culturelle. Et donc pour cela, on a besoin de ressources culturelles. Alors en droit de l'homme, on est toujours normatif. C'est pas du tout relativisme. Pourquoi? Parce que toutes les ressources culturelles ne se valent pas. Et au nom de quoi je peux dire qu'une ressource a plus de valeur qu'une autre? C'est bien le problème. Et que tout programmateur connaît, et que tout agent public qui doit attribuer des subventions, évidemment, c'est son casse-tête. Hein, et son insécurité permanente. Voilà. Enfin, on espère. Et comment faire? Comment distinguer? On a toujours une voie dialectique à disposition. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire il y a une valeur, et on va dire ah oui, ça a la valeur, ça n'a pas. Mais vous avez un couple de valeurs. Et c'est ça qu'on cherche. Prenez au niveau de la gestion politique. Les droits culturels, on dit que ça doit être de la transversalité. Et on est d'accord. Mais si tout est transversal, on n'aura rien dit. Tout est dans tout, on est foutu. Donc en même temps, on doit dire, mais chaque discipline et chaque domaine doit conquérir, développer et nourrir l'ensemble de sa spécificité. Et à ce moment-là, comme dans le couple des identités que je vous ai indiqué tout à l'heure, le couple dialectique dans lesquels on nage, pour vivre son identification tout au long de sa vie. Hein. On n'a pas une identité, vous avez bien compris, mais on travaille, on fait des choix, on peut quitter sa famille, on peut changer de pays, on peut changer de langue, et on peut changer d'amis, etc. Eh bien, à ce moment-là, vous avez comment dire, chaque fois, chercher le couple. On n'a pas le choix entre le bien et le mal. On a plusieurs façons de conjuguer deux types de valeurs qui s'opposent et se complètent. Et donc, on a besoin de trouver l'intelligence des couples dialectiques, le spécifique et le transversal. Si on vous dit qu'il faut être transparent, vous dites eh, mon œil, on ne peut pas être transparent, je ne suis pas transparent. Alors que la comptabilité soit transparente, d'accord, hein, mais il y a des informations qui sont réservées, et c'est logique, il faut qu'elles le soient. Donc vous faites la dialectique entre ce qui doit être complètement public et ouvert et transparent, et ce qui est réservé à différents degrés. Et cherchez partout les dialectiques. Je reprends l'exemple religieux qui peut paraître le plus polémique aujourd'hui, et on a tendance à dire que quelqu'un qui est très croyant, forcément, il est fermé et fondamentaliste, ce qui est évidemment complètement idiot, n'est-ce pas? Les talibans, le mot en arabe signifie étudiant, sont des gens incultes en islam. Ils ont des références culturelles qui font penser à l'islam, parce que c'est des mots qui sont venus de différentes interprétations, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur, ça n'a strictement rien à voir. Mon ami Abdoulaye en Mauritanie qui me dit un jour qu'un musulman très pratiquant, et il me dit, il va à la mosquée et il voit quelqu'un qui ne sait pas prier, qui est là. Il dit ça, je sais que c'est un esclave. Il y a beaucoup d'esclavage encore aujourd'hui en Mauritanie. Je sais que c'est un esclave parce qu'on ne lui a pas appris les gestes de la prière. Si on lui avait appris les gestes de la prière, il saurait que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Oui. Mais alors, à ce moment-là, ça veut dire que si le maître apprend l'islam à son esclave, du
coup il doit le libérer. Ouais. Donc à ce moment-là, comme je dis, c'est pas parce que quelqu'un est très pointu dans un domaine culturel. Ça veut dire qu'il l'aime, au sens d'un amateur passionné. Soit professionnel ou pas, ici est secondaire. Il faut qu'il devienne de plus en plus amateur, au sens où il aime de plus en plus ce passion. Alors plus il aime son point, plus il désire le communiquer. Et plus quelqu'un devient un musicien, eh bien plus aussi, comment dire, et qu'il va voir une exposition de peinture, par exemple, et discuter avec un peintre, aller dans son atelier, etc. Et que la peinture va lui ouvrir quelque chose, ça va nourrir sa musique, et réciproquement. Oui. Donc il y a une correspondance. Oui. Donc le risque n'est pas, comme on nous l'a dit souvent, vous prenez une définition large de la culture, mais à ce moment-là, vous noyez le tout, n'est-ce pas? On noie le tout quand on dit artistique et culturel. Parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'on dit artistique et puis il y a tout le bazar qui est autour, qui est culturel. Artistique, c'est un domaine du culturel. De même au Maroc, l'institution royale Amazigh me dit linguistique et culturel. Je dis, mais quoi, ça veut dire quoi linguistique et culturel? Mais il dit linguistique, c'est là qu'il y a le débat culturel le plus fort. Et on comprend très bien. Mais la langue, ça fait partie de la culture. Allez. Et dans les milieux religieux, vous dites aussi religieux et culturel. Ah, parce que le religieux, ça doit être au-delà du bazar culturel. Oui. Et non, le religieux, ça fait partie du culturel. Et vous avez de l'histoire sacrée, vous avez de l'art sacré, qui traverse les différents domaines culturels. Oui. Et ainsi de suite. Mais alors là, la solution, vous l'avez de la correspondance entre des domaines culturels puissants. Voilà. Plus vous êtes puissant, plus vous êtes hospitalier aux autres domaines, parce que vous savez que vous en avez besoin. Voilà, donc ça c'est les dialectiques. En deux mots, vous avez deux thèmes qui s'opposent. On n'aime pas trop en France parler de dialectique parce qu'on croit qu'on est forcément marxiste, et on oublie que c'est quand même Platon qui l'avait inventé chez nous, en Europe. Et que ça veut dire que vous avez deux thèses qui sont vraies et fausses toutes les deux en même temps, et vous devez chercher une synthèse qui va prendre ce qui tient, après avoir été critiqué par le pôle opposé, thèse et antithèse, et on va garder ce qui tient et essayer de faire tomber ce qui ne tient pas. Et en allemand, on a le verbe aufheben, qui signifie élever, qui signifie enlever, et qui signifie garder. Trois verbes en même temps. Et ça, c'est super, n'est-ce pas? Comme un camion qui va enlever une charge, n'est-ce pas? Il l'élève, il l'enlève et il la garde. D'accord? Et donc nous, on a une contradiction. C'est la contradiction qui est forte. C'est ça qui fait la vie de l'esprit. C'est qu'on a des pôles qu'on ne peut pas réconcilier comme ça. Pour les réconcilier, il faut en avoir une intelligence plus grande. Et quand on a une intelligence plus grande, on est plus fort pour la thèse et plus fort pour l'antithèse dans une synthèse qui elle-même est provisoire, puisqu'elle va trouver évidemment une autre façon de s'opposer à une autre position. Voilà. Dans un langage qui n'est pas européen, vous avez évidemment la grande image du yin et du yang, qui fait que nous avons ici, entre le masculin et le féminin, vous pouvez prendre entre l'ombre et la lumière, entre le froid, l'humide, le froid, le sec, le froid, le chaud, le sec, l'humide, etc. Et vous n'avez pas simplement un schéma dualiste. Vous avez chaque fois une courbe nuancée, 1000 nuances qui est entre les pôles, et vous avez une interpénétration, comme dans le cercle des couleurs de tout à l'heure. Il faut de la puissance culturelle pour ça, parce qu'il faut être capable de chercher à la fois la spécificité des couleurs, des sons, des parfums, se répondre, comme chacun sait, en correspondance, et de ne pas les mélanger dans un gris. Et de trouver que c'est dans ces lignes, dans ces frontières, quand on dit du sans frontières ou l'abolition des frontières, ça c'est du néolibéralisme de masse. Les frontières sont belles et importantes, ce sont des structures, mais les frontières, comme la peau, doivent être poreuses. Elles doivent laisser passer ce qui compte. Voilà, je vais dire un mot sur les œuvres ou je ne dis pas un mot sur les œuvres. Vous savez que vous avez la couleur des différentes références qui sont ici aussi. Je prends juste l'image, ça va. Tac, tac. Vous avez ici donc un homme qui raconte, le vieillard, qui raconte une histoire classique, on peut supposer, qu'il a donc mémorisée depuis longtemps. Il y a donc un niveau d'œuvre qui est l'histoire, le mythe.
un niveau d'œuvre qui est lui, qui la raconte, avec tout son être, toute sa puissance. Un troisième niveau d'œuvre qui utilise la marionnette, donc la marionnette utilisée, active, et qui va communiquer avec cette petite fille. Si vous avez simplement la petite fille et le géant, ici, vous avez un problème d'humiliation. Vous avez quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Ça, c'est pas bon. Vous avez quelqu'un qui offre et l'autre qui arrive le public, le consommateur, l'usager, et la santé. Non. Vous avez une enfant qui a son intelligence, qui a un instrument tout neuf, qui vibre énormément, qui est complètement poreux, qu'on va retrouver en partie en vieillissant, sans doute, ce qu'on appelle la porosité psychique. Donc elle a un corps qui réagit terriblement. Et donc à ce moment-là, la marionnette devient l'objet médiateur extrêmement intéressant. Et la petite fille, sans doute, au lieu de regarder directement le vieillard, elle est subjuguée par la marionnette qui est à son niveau et qui bouge, qu'une chose matérielle bouge et parle, se tapiller, et est si proche d'elle, qui fait que son corps bouge, et son corps lui-même, si elle était tout seul, elle serait de nouveau l'infirme par rapport à celui-là qui est le puissant culturel et qui sait, qui est l'artiste. Et elle serait simplement le public. La rencontre de l'artiste et son public, c'est la façon la plus simpliste que l'on a de développer une société d'offres et de demandes. Non, ici, la petite fille, elle a aussi sa marionnette. Elle n'est pas celle qui a rien. Donc elle peut elle-même tout de suite essayer de faire cette expression, d'extimiser, si vous me passez l'expression, et d'exprimer dans la marionnette. Donc à ce moment-là, l'œuvre culturelle, c'est pas simplement le texte écrit, s'il est écrit, c'est pas simplement la marionnette dans un musée de marionnettes, oui c'est ça, c'est l'activité de cet homme qui fait bouger par l'intermédiaire ici de ces objets magiques tout l'être de la petite fille. Et l'œuvre à ce moment-là, c'est quelque chose qui est complètement vivant. Là, je disais, c'est pas le tableau qui est l'œuvre. L'œuvre, c'est le tableau quand il est regardé. Oui. Et il n'est pas mis n'importe où, évidemment, et il est regardé. Voilà. Et donc, il faut reprendre ce sens très fort. Autrement dit, si chaque homme, chaque femme est un nœud dans le tissu social, je disais, c'est pas la personne au centre, mais c'est chaque homme, chaque femme qui noue et dénoue ces liens. Et la qualité de nos liens, c'est quoi? C'est des savoirs. C'est des références culturelles qu'on peut partager. Sinon, on est dans du vivre ensemble bêtement parce qu'on va tous manger au même endroit, consommer les mêmes choses, se faire googliser. Donc, on a du tissu social dans lequel on est capable de nouer et de dénouer. Et on pourrait dire, dans ce cas, donc, le lien culturel, qui est l'objet même des droits culturels, qui est un loin d'émerveillement, qui est un loin de vie, qui est un loin de prise de risque, qui est un développement des libertés, mais aussi des responsabilités. Eh bien, les œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme des métiers à tisser. Hein, des métiers à tisser nos libertés. Vous voyez pourquoi je vous disais en introduction que qu'est-ce que c'est que la liberté culturelle? C'est une liberté instruite de l'immensité et de la proximité des ressources culturelles dans leur grande diversité, qui peuvent être prises comme référence appropriée, incorporée. Et c'est donc aussi une liberté instruite de ses responsabilités vis-à-vis des autres. Nous sommes tous responsables de l'ignorance des autres. Je vous remercie.